Bonjour, on est le 21 septembre 2020, lundi, avec une très belle journée toujours qui commence parfaitement bien, avec une belle clarté encore de nouveau en ce 21 septembre. Bon, il est très rare de voir un 21 septembre avec une très belle clarté comme ça, une certaine forme de chaleur. On est bien dans la continuation, on sous-entend, nous dit-on, que la météo risque de changer et va probablement changer vers, bien sûr, une nature qui va revenir à la normale, parce que vous comprendrez qu'ici, la météo n'est pas dans sa normalité. Généralement, celui qui subit le mois de septembre, ben, il voit que le début de septembre, généralement, est souvent, je ne dis pas la fin septembre, hein. Voilà, fin septembre, on peut avoir un été indien, je veux dire, une espèce d'été indien en fin septembre, mais généralement, début septembre, jusqu'à 15 septembre, on a de fortes pluies en général. En général, vous allez me dire, ouais, c'est pas normal non plus, mais c'est vrai que on a un temps variable, quel que soit, enfin, suivant les, les différents mois de septembre de chaque année, hein. Chaque année, on a un mois de septembre qui est différent, mais la plupart du temps, on se retrouve avec des pluies. Bah, ici, on a eu que du temps chaud, et c'est la continuation de l'été. Ceci étant dit, je veux toujours voir une vidéo qui va concerner donc la chaleur, et donc ce qu'on appelle la valeur en eau d'un calorimètre. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler la valeur en eau d'un calorimètre? Tout d'abord, il faut prendre un système. On va étudier un système qui est un appareil de mesure. Système qui est tout bonnement, bien sûr, ce qui dit système dit milieu extérieur, hein. Ça, vous commencez à savoir. Voilà. Alors, ce système sera le calorimètre. Donc, on va avoir un calorimètre. Je vais directement le dessiner, hein. On a le calorimètre. Bien sûr, ce calorimètre, bon, c'est une enceinte soit isolée ou soit ouverte, hein. On pouvait faire de la calorimétrie avec une enceinte ouverte ou une enceinte fermée. Dans ces cas-là, la formule, il y avait un petit changement dans la formule. Voilà, suivant que c'était ouvert ou fermé, delta Q est égal à... Les premiers savants se posaient la question comment ça se fait qu'on avait des petites différences quand on avait un système ouvert ou un système fermé. C'est normal, ça se jouait au niveau du C. Le C était plus ou moins... il changeait plus ou moins. Parce qu'on avait la chaleur massique. D'ailleurs, j'en parlerai, c'est pour ça que je n'en parle pas maintenant. On aura la chaleur massique à pression constante et la chaleur massique à volume constant. Moi, dans un premier temps, comme je n'ai jamais parlé de ça, de CMP et CMV, mais je dis que j'ai tout simplement un C, chaleur massique ou chaleur spécifique. Et je ne précise pas si je suis à volume constant ou à pression constante. J'ai un C, point. Je ne me préoccupe pas de ça, parce que je donnerai les explications. Ça demande beaucoup d'explications pour comprendre, je veux dire, le CMP et le CMV. Voilà. Quelque chose de fondamental dans cette équation-là. Bon, nous, on va se contenter ici de parler que d'un C, chaleur massique, point. Sachant que pour l'eau, et ici je vais utiliser une substance qui est de l'eau, donc la chaleur massique pour l'eau, vous la connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle le C0. Le C0, c'est 4,18. Dans ces unités, bien sûr, hein, 4,18 dans ces unités. Voilà, donc je disais qu'on peut avoir une enceinte isolée, c'est-à-dire qu'on a une enceinte adiabatique qui n'échange pas, qui est censée, bien sûr, censée ne pas échanger de la chaleur avec le milieu extérieur. Ouais, parce que logiquement, on doit avoir un système isolé, mais c'est pas le cas, parce qu'on est en réalité, hein, en réalité, on a quand même des pertes de chaleur. On a toujours des pertes de chaleur, déjà avec le système et le milieu extérieur, mais on a des échanges de chaleur aussi avec le matériel propre du calorimètre. À l'intérieur se trouvent des accessoires, voilà, pour tenir le seau calorimétrique. On a un seau calorimétrique, un seau, voilà. Et donc tous ces accessoires-là vont faire en sorte que on aura un échange de chaleur et donc des pertes de chaleur. Alors, or, je vous rappelle que la thermodynamique fait en sorte, quand elle étudie sa théorie, ben, elle le fait de manière
on va dire, idéalisée. Idéalisée dans le sens où on considère qu'il n'y a pas de perte. La loi conservative considère qu'il n'y a pas de perte de chaleur avec le milieu extérieur. Il n'y a ni échange, ni perte, ni gain, c'est-à-dire ni échange de chaleur avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur n'a pas fourni de la chaleur, donc on a un système parfaitement isolé, si vous voulez. Un système parfaitement isolé. Pour la loi conservative, voilà. Et or je vous rappelle que la loi conservative dit que W plus Q, je vous rappelle que c'est la somme totale, hein. W plus Q c'est une somme totale, égale 0, bien sûr, et ça vous le savez parce que je l'ai démontré, dans un cycle. Donc je vous rappelle que W, en fait, c'est une somme de travaux. Maintenant, vous êtes commencé à comprendre ça. Le Q, c'est une somme de chaleur. Alors, les travaux sont comptabilisés plus ou moins, et les chaleurs plus ou moins. Maintenant, vous êtes censé savoir ça. Voilà. Voilà. Le Q, c'est somme de Q, et W, c'est somme de... Voilà. Alors maintenant, ça c'est pour un cycle, mais dans un système isolé, c'est vrai aussi. Hein. W plus Q égale 0. Et un système isolé, c'est qu'il n'y a aucun échange de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire le milieu extérieur ne fournit pas de la chaleur au système, et le système n'absorbe pas de milieu extérieur, ou ne fournit pas, le système ne fournit pas au milieu extérieur, ou n'absorbe pas de milieu extérieur. Voilà. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction de chaleur. Donc on a, voilà, on n'a pas d'échange de chaleur, donc on a un système adiabatique. Mais 100% adiabatique. Or, quand on dit en réalité, bon, ça c'est en idéal. En idéal, il n'y a pas de perte. Mais en réalité, il y a des pertes. Hein. Voilà. Et c'est ça que je vous dis ici. On aura, vous avez beau mettre n'importe quelle paroi adiabatique, on aura malgré tout, bon, on aura des faibles pertes. Hein. Bon, si c'est, voilà, des faibles pertes, mais on aura quand même des pertes. Alors, on va avoir des pertes avec l'extérieur, mais des pertes avec le matériel. Voilà. Alors, le matériel, voilà, va consommer, si vous voulez, de la chaleur. Alors, ici, on va, les pertes avec l'extérieur, on va se dire qu'elles sont fortement négligeables. Voilà, elles sont fortement négligeables. Voilà, on va se dire qu'on a quand même des petites pertes, mais elles sont fortement négligeables dans le sens où le système, on va dire, est presque parfaitement isolé, mais il ne le sera jamais. Mais, il est tellement bien isolé que, au bout du compte, ben, il y a très peu de perte de chaleur. Très peu. Et donc, on va se dire qu'on a une forme négligeable de perte de chaleur avec le milieu extérieur. Voilà. Ceci étant dit, donc les accessoires vont faire en sorte de jouer. On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau. Alors l'eau. Donc le système c'est ceci. Hein. Il sera composé. Le système sera composé d'un sous-système 1 et d'un sous-système 2. Le sous-système, ce sera de l'eau froide. Voilà. Et le sous-système 2 sera de l'eau chaude. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est un labo qu'on fait. C'est un labo qu'on fait en début. Quand vous devez faire des calculs de calorimétrie, vous devez voilà, rechercher ce qu'on appelle la valeur en eau du caloromètre, le mu. C'est ce qu'on fait d'abord avant de faire tout laboratoire sur le calorimètre. Ben, on essaie de rechercher que vaut ce mu, que vaut la valeur en eau du calorimètre. Alors la valeur en eau, je vous explique justement, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. On va déterminer, on va considérer que les accessoires possèdent une masse, et donc les accessoires, si vous voulez, vont faire en sorte qu'ils vont véhiculer de la chaleur aussi. Voilà. Donc il faut tenir compte de cette chaleur. Ils possèdent une masse et ils vont véhiculer de la chaleur, donc elle va répondre à cette formule-là. Oui, ici je disais, pour terminer ce que je disais, je ne sais plus pourquoi j'étais parti ici, ouais, W plus Q égale 0, c'est une loi conservative. Oui, c'est une loi conservative, ok, quand on est en système isolé, c'est ça que je veux dire. Mais ici, il n'y a pas de travaux, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant, vous commencez à comprendre qu'on a somme de Q. Hein. Somme des Q égale 0. Somme des Q égale 0. Voilà. Alors, pour retrouver, donc on aura somme des Q égale 0. Là, c'est une loi conservative. Bien sûr, dans un système isolé. Hein. Bon.
Alors, ce qui veut dire que on a ce qu'on appelle des accessoires qui entourent, qui vont participer. Donc, parce que quand on dit Q est égal à MC delta T, c'est quoi ça? C'est la masse d'eau. C'est la masse d'eau. Le C, c'est C de l'eau. Voilà, et delta T, c'est la variation de température de l'eau. Mais le mu, c'est la masse des accessoires. Voilà, masse des accessoires. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Je vais expliquer le mu, hein. Bon, c'est le but de la vidéo. Le but, c'est pas de directement dire ce que c'est, sans vous montrer autre chose. Mais bon, maintenant, pour trouver justement ce mu, je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Mais pour trouver ce mu, je vais vous dire comment faut-il faire. Et c'est un laboratoire. Avant, le laboratoire, pour calculer une chaleur massique de quoi que ce soit, hein, d'un échantillon de cuivre, de plomb, de zinc, de laiton, de ce que vous voulez. Parce que la calorimétrie permet de rechercher des masses. Mais le problème, c'est que, oui, on peut le faire. Il y a des laboratoires qui vous demandent de rechercher la masse. Oui. Mais une masse, je vous rappelle qu'on peut calculer avec, on peut le mesurer avec une balance, hein, une balance de masse. Alors, le C, ben ouais, c'est le ferrocalorimètre. Hein. La plupart du temps, on cherche le C du laiton, C du cuivre, C du zinc, C du fer, c'est voilà, la chaleur massique de ce que vous voulez. Cherchez la chaleur massique de ce que vous voulez. On sait mesurer des variations de température d'un corps. Hein. On sait dire de quelle température à quelle température évolue le corps. On sait rechercher, bien sûr, la chaleur à fournir à un corps. Connaissant sa variation de température, le C et la masse, on sait déterminer la chaleur qu'il faut fournir au corps pour l'élever d'une certaine température. Voilà. Et en plus, on sait mesurer les chaleurs de changement d'état. Chaleur latente de fusion, chaleur latente de vaporisation, chaleur latente de liquéfaction d'un corps. Voilà, etc. etc. Donc, la calorimétrie permet de trouver toutes ces variables-là. Donc, la calorimétrie, voilà, c'est basé sur l'étude, c'est de la métrologie, hein, mais basée sur la chaleur. C'est de l'étude voilà, d'un appareil de mesure qui est basé sur un appareil de mesure qui va mesurer la chaleur. Alors, cet appareil de mesure est utilisé depuis très longtemps, et M. Joule l'a utilisé pour calculer l'équivalent mécanique de la chaleur. Bien sûr, avec un poids qui faisait office de travail mécanique, et bien sûr le calorimètre qui faisait office. Voilà. Bon, pour ça, il fallait mettre un agitateur avec, bien sûr, une manivelle. Voilà. Et on laissait tomber le poids, et l'agitateur tournait et faisait réchauffer l'eau, et après on mesurait via un thermomètre l'élévation de la température pour une certaine distance. Voilà, on définissait l'équivalent de la mécanique de la calorie. Donc, vous voyez que l'équivalent mécanique de la calorie est utilisé un calorimètre. Et ça, c'est bon, on connaît ça depuis 1700 jusque 1900. Bon, c'est l'étude de la calorimétrie, surtout 200 ans d'histoire, où le calorimètre a tourné à plein régime pour mesurer les chaleurs. Bon, mais il va de soi qu'en 2020, on utilise aussi des calorimètres. Notamment dans les laboratoires pour étudier ce que je vous ai dit, rechercher. Les masses, on peut les rechercher par le calorimètre, mais on a des balances de masse. Bon, on peut rechercher les C de corps, mais on a déjà déterminé le C de beaucoup de corps. Hein. Si vous allez regarder dans les tables, il y a beaucoup de C de chaleur massique qui sont déterminés. Hein. Vous allez voir dans les tables, des calorimètres, enfin des mesures ont été faites au calorimètre pour beaucoup de matériaux, et bon, on les a mis dans des tables. Voilà, il en est de même pour les chaleurs massiques et des chaleurs de changement d'état. Donc on met tout ça dans des tables, et puis bon, on va rechercher bien sûr dans des tables ces renseignements. Mais au laboratoire, vous devez rechercher ces fameux C. Alors, quand vous faites un laboratoire, vous devez, par exemple, si vous devez rechercher la chaleur massique du laiton, par exemple, eh bien, avant de faire le laboratoire, bien sûr, il y a des prérogatives
à tenir en compte tel que le mode opératoire. Voilà, vous allez travailler, par exemple, vous nettoyez vous faites un nettoyage, vous essuyez le matériel, voilà, vous remplissez le calorimètre, enfin le seau ici d'une masse M1 d'eau froide, qui est la température T1. Voilà, ça c'est de l'eau froide. J'ai dit tout à l'heure le système était composé de deux sous-systèmes. Hein. Sous-système 1 et sous-système 2. Voilà. Et le sous-système 1, c'est l'eau froide. L'eau froide là ici. L'eau froide, on le met dans le seau. Vous mettez de l'eau froide ici. Vous mettez de l'eau froide. Bon. Mais de l'eau froide, bon, où on contrôle les variables. Hein. On connaît la masse, hein, parce que vous avez pesé la masse. La masse d'eau froide, vous la connaissez. Donc, vous savez que vous avez une masse d'eau froide, M1, voilà. Donc vous avez une masse d'eau froide M1 et une température d'eau froide T1 que vous pouvez contrôler bien sûr via un thermomètre. Bien sûr, il faut homogénéiser via un agitateur. Voilà. Vous faites agiter, voilà. Et puis vous attendez pour que tout soit à l'équilibre. Il faut un équilibre physique. Bon, maintenant l'agitateur va venir chauffer un petit peu la solution. C'est pour ça que je vous dis que laissez agir l'agitateur et puis à un moment donné vous stabilisez. Vous stabilisez, vous laissez reposer. Parce que c'est vrai que l'agitateur il réchauffe un petit peu. Hein. C'est un mouvement, voilà, il y aura un mouvement moléculaire, donc fatalement on comprend que ça va réchauffer, mais vous laissez reposer. Mais quand je dis amener l'eau froide à une température T1, vous mettez un agitateur et bon, comme ça, vous homogénéisez la solution, enfin l'eau, parce que c'est de l'eau. Hein. Je vous ai dit ici c'est de l'eau froide. On a de l'eau froide dans le seau. Je disais, donc, on a de l'eau froide. De l'eau froide. Dans le calorimètre ici, hein, on a placé un seau d'eau froide, et ça c'est le mode opératoire qui demande de faire ça. Mettre de l'eau froide. Ensuite, bien sûr, ça c'est l'eau froide, sous système numéro 1. Puis vous allez mettre de l'eau chaude pour faire un mélange, un équilibre thermique pour justement rechercher cette fameuse voilà, valeur en eau du calorimètre. Donc on introduit dans le calorimètre une masse M1 d'eau froide
et on détermine sa température T1. Bien sûr, quand l'équilibre thermique de l'eau et du calorimètre est atteint. Ensuite, on y ajoute une masse d'eau chaude. C'est le laboratoire qu'il faut faire hein, pour déterminer le mu. Voilà. Là, à ce moment-là, vous mettez une masse d'eau chaude. Normalement, l'agitateur pour la masse d'eau froide n'est pas nécessaire. Hein. Vous laissez juste stabiliser. Voilà, et ça suffit. Normalement, l'agitateur, il n'y a pas besoin. Vous mettrez l'agitateur, je veux dire... voilà, ici, il y a un thermomètre. Hein, je vous le dis tout de suite. Il y a un thermomètre ici. Voilà. Pour mesurer la température. Mais là, on a une masse d'eau encore, mais cette fois-ci chaude. Masse M2. Qui est à une température T2. Qui était, bien sûr, homogénéisée. C'est une température homogénéisée. Avec un agitateur. Pour qu'on ait la température en équilibre partout dans dans l'eau. Parce qu'il s'agit d'eau. Hein. De nouveau, on a de l'eau, mais cette fois-ci chaude. Alors c'est un laboratoire que vous devez faire à chaque fois quand vous faites l'étude du calorimètre, parce que vous devez déterminer exactement la valeur de mu. Cette valeur de mu, avant de faire des travaux avant de faire des mesures sur le calorimètre, la première des choses, c'est un pré-labo. Un pré-labo. Et ce pré-labo doit déterminer le mu, parce que c'est fort important pour le calorimètre. Le calorimètre possède un mu. Voilà une valeur en eau. Et donc, si vous faites un laboratoire, il faut tenir compte de ce mu. Et voilà, et donc il faut rechercher ce mu-là. Et c'est la méthode à faire. Donc on fait un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Donc ici, on va faire un mélange, et on va atteindre l'équilibre thermique. Donc, on va verser l'eau chaude dans l'eau froide, et on aura une température d'équilibre. Ça, vous commencez à connaître tout ça. Hein. Une température d'équilibre qui va se situer entre T1 et T2. Qui se situe toujours entre T1 et T2. Voilà, c'était l'expérience de Taylor et Richman. Mélange d'eau chaude et d'eau froide, et donc équilibre thermique. Équilibre thermique. Alors, quand on a mélangé, là on est au mélange, on est en plein mélange. Hein. Ce qui veut dire que on n'a plus M1 tout seul et M2 tout seul. On a un équilibre. J'ai un petit problème de couleur que je vais vite résoudre, hein, parce que bon, voilà. Ici, il y a deux petits carrés, là. Ils vous disent ici, cliquez ici, puis sélectionnez une couleur dans la palette. Cette couleur est utilisée avec le crayon et les pinceaux, ainsi que pour les contours et formes. Voilà, donc, voilà, ça c'est pour le crayon, les contours et les formes. Et celui-ci, c'est pour couleur 2. Cliquez ici pour sélectionner une couleur dans la palette. Cette couleur est utilisée avec la gomme et pour remplir les formes. Ouais, donc je dois distinguer les deux, parce que c'est vrai que je peux pas avoir du blanc blanc, le problème il est là. Quand je mets du noir noir et blanc blanc, ben, ça ne va pas. Voilà, je vais écrire avec du blanc, ça n'ira pas. J'ai écrit du blanc dans du blanc. Ouais, ici je fais une petite explication parce que j'avais des petites difficultés. Bon, le fait d'expliquer bon, le laboratoire, bon, je vais aussi utiliser l'informatique. Hein. L'informatique, parfois il y a des petits problèmes, mais il faut résoudre en même temps que vous parlez le problème informatique. Et c'est pour ça que j'ai eu un moment de silence tout à l'heure. Donc ici, je vous explique quand même pour que vous sachiez comment ça se passe aussi, parce que bon, c'est intéressant. Là, on a du blanc blanc. Et si vous avez du blanc blanc, ben, on ne verra rien. Oui. Maintenant, ceci concerne on a dit, vous disent ici une couleur dans la palette. Cette couleur est utilisée avec le crayon. Bien sûr, les pinceaux, ainsi que pour les contours et les formes. Je prends le crayon. Le crayon, il est là. Voilà. Si je mets blanc blanc, ça ne va pas, mais là, je vais avoir un crayon. Non, si je me justement, je me suis trompé. C'est celui-là. Là, je vais mettre en rouge. Là, je dessine en rouge. Voilà. Mais si vous mettez ceci en rouge, voilà, je vais utiliser ceci. Mais je vais mettre le crayon en rouge, on ne verra plus rien.
c'est du rouge sur du rouge. Hein. Voilà, c'est du rouge sur du rouge. Voilà, donc, alors à ce moment-là, pour écrire avec une autre, en étant en rouge, pour avoir un crayon qui ressorte, je vais mettre par exemple du blanc. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Donc je dois faire attention, parce que c'est vrai qu'en même temps que je dois expliquer le laboratoire, en même temps j'ai un problème d'informatique à résoudre. Enfin, un problème, c'est pas tellement un problème, il faut que je sache où aller. Voilà. Vous voyez qu'ici il est rouge, c'est normal parce que j'aurais dû prendre ceci en blanc. Voilà. Maintenant, j'aurai plus de problème. Bon, ceci étant dit, mais ici il faut que je change, hein, parce que sinon je vais avoir du blanc sur du blanc. Alors, je disais qu'on va faire le mélange. C'est-à-dire qu'on n'a plus, on a plus l'eau chaude et l'eau froide séparément, mais on a, oui, ici il y a une petite erreur aussi, où j'y mets un E en trop. On n'a plus de l'eau chaude et de l'eau froide séparément, mais on a le mélange maintenant. On a mélangé. Donc maintenant, je peux rechercher la valeur en eau. La valeur en eau du calorimètre, connaissant le mélange, et bien sûr la formule de la calorimétrie, puisqu'il n'y a pas de changement d'état, on n'a pas delta Q égale MC changement d'état. Il n'y a pas de changement d'état. Donc il n'y a qu'une seule formule à utiliser, c'est celle-là. Ah ben on va faire le calcul. C'est simplement un échange thermique. Hein. Alors le calcul, je peux le faire par une formule très directe. Hein. Sans me soucier des signes, c'est delta Q égale 0. Voilà, somme des Q égale 0. Je fais ça en faisant bien sûr que la chaleur, cette température finale, voilà, je peux le faire directement. C'est la masse d'eau froide plus la valeur en eau du calorimètre. Parce que la chaleur qu'elle va recevoir, elle va permettre de chauffer aussi bien l'eau froide que les accessoires. Voilà. Donc, c'est-à-dire les accessoires, c'est-à-dire le calorimètre. Donc, on considère que c'est l'équivalent d'une certaine masse d'eau. Vous voyez, les accessoires, c'est l'équivalent d'une certaine masse d'eau. C'est pour ça qu'on dit valeur en eau. Les accessoires, on le rend équivalent à une certaine masse d'eau. C'est pour ça que j'additionne une masse d'eau à une masse d'eau. Voilà. Ça, c'est de l'eau, c'est une masse d'eau. Mais le mu, c'est des accessoires, c'est pas de l'eau. Mais c'est l'équivalent d'une masse d'eau. Voilà. Donc maintenant, vous le savez. Alors, je peux écrire directement la masse d'eau plus la valeur en eau du calorimètre fois le C de l'eau, parce qu'il s'agit, ceci, M1 c'est de l'eau, mais mu c'est la valeur en eau qui correspondrait à une certaine masse d'eau. C'est pour ça que je prends le C0 de l'eau. Alors quand vous utilisez cette formule-là, il suffit juste de faire une somme. Vous ne devez pas vous préoccuper voilà, du signe. Parce que vous faites juste température finale, moins température finale. Température finale, moins température initiale. Or, qui va céder de la chaleur? C'est le corps chaud. Le corps chaud va céder de la chaleur. À qui? Au corps froid. Donc la température finale, c'est lequel? On a dit que le corps chaud, c'était la masse 2. Le corps chaud, c'était la masse 2. Et la masse 2 était température T2. Donc c'était la température du corps chaud. La température du corps chaud, elle est là. T2. Alors, la température du corps froid, elle est plus bas. C'est normal, c'est un corps froid. Voilà. Et la température d'équilibre, il est entre les deux. Ça dépend voilà, des masses, s'il est plus proche de T2 ou T1. Mais peu importe. Moi, je vais le mettre ici. Mettre quelque part entre les deux. Voilà. T d'équilibre. Alors, la variation de température, c'est T final moins T initial quand vous avez la somme des Q. Quand vous écrivez par une équation comme ceci, c'est la somme des Q. Donc, on aura la masse M1 d'eau froide, elle va varier de T final, c'est T équivalent
moins T1, T1 étant température initiale, donc c'est T final moins T initial. Donc T1 l'eau froide va se relever en température, elle va se réchauffer, mais T2 va se refroidir. Voilà. Et la température finale voilà, de la masse M2, c'est équivalent. Voilà. On aura ceci. Maintenant, je vais faire pour la masse M2. M2 fois C0 fois T final, c'est T équivalent, moins T initial, c'est T2. Voilà, égale 0. Et donc, vous voyez qu'ici, je n'ai pas à rechercher de signe. Hein. Je me soucie d'aucun signe. Hein. Je fais juste la température finale, moins température initiale. Je me soucie, en prenant cette équation-ci, je me soucie d'aucun signe, aucun. Je prends juste la température finale moins la température initiale. Et voilà, et ça c'est l'équation. Bon, maintenant, moi je vais la rechercher autrement. Hein. Je vais vous le faire avec les signes. Donc là, quand on se préoccupe des signes. Là, dans ce que je viens de vous montrer, on ne se préoccupe pas des signes. Mais je vais quand même le mettre de côté. Je vais le mettre de côté. Pour vous dire qu'on va retrouver la même chose. Voilà. Alors pour ça, il faut que je prenne le sous-système 2 qui est l'eau chaude. Et le sous-système 1 qui est l'eau froide. Bien sûr, on va faire le mélange. Alors, le sous-système 2, c'est l'eau chaude. Le sous-système 1, c'est l'eau froide. Alors, l'eau chaude va fournir sa chaleur au sous-système 1, à l'eau froide, au niveau du mélange. Bien sûr, il n'y a pas d'échange énergétique avec le milieu extérieur. Hein. Le milieu extérieur n'apporte pas de l'énergie ou on ne cède pas de l'énergie. Le système ne cède pas de l'énergie au milieu extérieur. Il n'y a pas d'échange énergétique, bon, logiquement, parce que quelque part il y en a. Puisque si le MULA existe, c'est qu'il y a un échange avec le calorimètre. Hein. Un échange avec le calorimètre. Maintenant, on se dit que vers l'extérieur, oui, il y a des échanges avec le calorimètre, mais pas avec l'extérieur, parce que l'extérieur c'est tellement petit. Ceci, c'est tellement petit qu'on va négliger. On néglige ceci. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, on avait une paroi adiabatique, mais cette paroi adiabatique, elle est, je veux dire, pas 100% adiabatique, hein, mais c'est négligeable qu'on va, on va laisser tomber, voilà, les échanges de chaleur avec le milieu extérieur. Parce qu'on va dire que c'est bien isolé quand même. Donc c'est négligeable, les pertes de chaleur avec du milieu extérieur, il peut recevoir de l'énergie calorifique du milieu extérieur ou en données. Ça c'est négligeable. Parce que c'est très bien isolé quand même. Voilà. Alors les échanges énergétiques vont se faire avec les accessoires du calorimètre, d'où le calcul du mu. La valeur en eau qu'on va considérer, c'est comme les accessoires, c'est comme si c'était de l'eau. C'est comme si c'était de l'eau. Voilà. Alors, je vais mettre en termes de Q. Q, là on a Q eau chaude. Bon, Q eau chaude, il va donner de la chaleur. Il va donner sa chaleur à l'eau froide. Et là on a Q eau froide. Alors, Q eau froide va absorber la chaleur de Q. Enfin, l'eau froide, je m'excuse, hein, je me suis mal exprimé. L'eau froide va absorber de la chaleur. L'eau froide va absorber de la chaleur. Le sous-système 2 va absorber de la chaleur du sous-système 1. Et le sous-système 1 va fournir de la chaleur au sous-système 2. Donc l'eau chaude va fournir de la chaleur à l'eau froide. Et l'eau froide va absorber de la chaleur de l'eau chaude. Donc on a Q, eau chaude. Alors, le Q eau chaude, il va fournir. Or, on a une convention qui est, je prends une convention qui est égoïste. Donner, c'est négatif. Prendre, c'est positif. Donc, Q eau chaude, il va donner, donc c'est négatif. Voilà. La convention ici, c'est une convention égoïste. Par contre, Q eau froide, il va recevoir de l'énergie, donc c'est positif.
Q eau froide, c'est positif. Et là, vous devez vous soucier des signes. Hein. C'est pas comme tout à l'heure, avec l'équation que je vous ai mis, somme des Q égale 0. On ne se soucie pas des signes. On indique tout simplement... on indique tout simplement somme des Q égale 0, mais en faisant très attention de mettre toujours température finale moins température initiale. Par contre, ici, dans le développement que je suis en train de faire, vous allez vous soucier du signe. Vous allez vous soucier du signe. Alors, pour l'échange thermique, je vais vous dire comment ça se passe. D'un côté, on aura la masse d'eau froide, bien sûr, plus la valeur en eau, ça ne change pas, hein, que j'appelle mu, voilà, fois le C0, fois la variation de température. Bon, et c'est là qu'il faut faire attention, quand vous faites des échanges thermiques, que vous n'utilisez pas la formule somme des Q égale 0, qui est très facile à utiliser, parce que vous n'avez pas à vous soucier du signe. Il faut juste, pour la somme des Q égale 0, vous ne vous souciez pas de signe, parce que vous mettez juste température finale moins température initiale. Par contre, ici, il faut faire très attention. Quand vous faites un échange thermique comme ça avec l'égalité des chaleurs, ben, il faut faire attention aux signes. Alors, et c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, c'est au niveau de la variation de température. Je vous rappelle que quand la variation de température est positive, ben, la chaleur sera positive. Si la variation de température est négative, la chaleur sera négative. Donc on a une convention température qui est liée à... La convention chaleur est liée à la convention température, on va dire ça comme ça. Donc faisons très attention justement pour ne pas se tromper. L'eau froide, le Q est positif. Q, chaleur d'eau froide, Q, eau froide est positif. Donc pour avoir quelque chose de positif, il faut faire en sorte qu'on ait température, la différence de température qui soit positive. Parce que Q d'eau froide est positif. Bon, alors pour avoir du positif, l'eau froide il va évoluer de T1 à TQ. T équivalent. T équilibre, je m'excuse, T équilibre. Il va évoluer de T1 à T équilibre. De T1 à la température d'équilibre. Alors, qu'est-ce qui est plus grand, T1 ou T équilibre? Eh bien, c'est T équilibre, parce que l'eau va se réchauffer, elle va monter jusqu'à une température d'équilibre. Donc, si j'écris ceci, c'est bon. Voilà. Vous voyez que j'ai dû réfléchir un petit peu pour le signe. Parce que je dois m'arranger pour que la chaleur ici soit positive. Et en faisant ça, ben oui, la chaleur, elle est positive ici. Puisque, pourquoi elle est positive? Parce que je me suis arrangé pour que ceci soit positif. Donc je dois le mettre dans le bon sens. Voilà. Et ce que vous voyez là, ben, c'est ce que vous voyez ici. Mais là, je n'ai pas dû réfléchir. Hein. Je fais juste une somme. Pour autant que je mette température finale moins température initiale. Et température finale moins température initiale. Le tour est joué. Je n'ai pas à réfléchir aux signes. Par contre, ici, j'ai dû réfléchir aux signes. Hein. Vous voyez? Bon, maintenant, ça c'est pour... Voilà. Delta Q au... Delta Q. Ouais, ici j'ai mis Q, mais vous savez que c'est delta Q. Hein. J'ai court-circuité le delta. Bon, vous savez que c'est un delta Q. Le delta Q eau froide. Voilà, je viens de faire delta Q eau froide. Maintenant, je fais séparément delta Q eau chaude. Bon, et il faut toujours réfléchir. Bon, pour la masse, il n'y a rien à réfléchir. On va mettre la masse d'eau chaude. M2. On a affaire à de l'eau. Je fais fois C0. Là, c'est de l'eau chaude. Fois le delta T. Et là, il faut réfléchir. Alors, sachant que le delta Q est négatif. Bon, je vais retirer ceci, je vais réfléchir sur le delta T, mais maintenant, il faut avoir un point de vue que delta Q est négatif. Delta Q est négatif. Et celui-là, il est positif. Et bien sûr, on doit avoir l'égalité entre delta Q et delta... voilà. Et l'eau chaude. On doit avoir une égalité. Parce que, voilà, on a une conservation. Conservation, la conservative.
Alors, si je fais t équivalent moins T2. Je vais faire T équivalent moins T2. T équivalent moins T2, c'est négatif. Voilà. T équivalent moins T2, c'est négatif. Pourquoi? Parce que la température d'eau chaude, c'est la plus haute. Hein. Voilà. Si vous faites T2 moins T équivalent, par exemple 5 moins 2, 5 moins 2, c'est positif, c'est 3. Voilà. Mais si vous faites 2 moins 5, T équivalent moins T équivalent plus petit que T2. Voilà, il est plus petit. Un nombre plus petit moins un nombre grand, ça fait un nombre négatif. C'est ce qui se passe ici. Bon. Cependant, moi, je dois évaluer les chaleurs en termes de valeur absolue. Donc, ce qui veut dire que je dois remettre un moins là. Voilà, et le tour est joué. Voilà, maintenant, tout est rendu positif. Tout est rendu positif. Donc, ici, il faut rendre positif si vous voulez. Là, on est positif. Parce que la variation de température était négative. Mais je mets un moins devant pour que ce soit positif. Bon, maintenant que ceci est fait, je peux égaler les deux chaleurs. Voilà, je fais l'équilibre et égaler les deux chaleurs. L'échange de chaleur. Delta Q1 est égal à delta Q2. Ça nécessite une réflexion, hein, cette méthode-là. C'est mieux d'écrire la méthode que je vous ai mise ici. Hein, là, vous n'avez aucune réflexion à faire sur les signes. Hein. Ah, ben là, ici, vous avez vu que j'ai dû réfléchir sur les signes. Bon, ben, on va remettre tout dans le même membre. Là, on va faire M1 pour vous montrer que c'est la même chose que la première équation. On a, au niveau des sommes des Q, M1 plus mu fois C0 fois T équivalent moins T1. Alors le moins, il devient plus M2. Il passe dans le membre de gauche, hein, il est moins. Dans le membre de droite, il passe dans le membre de gauche, il devient plus. M2 fois C0 fois T équivalent moins T2 égale 0. Et on a bien ce que vous voyez au-dessus. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose que ceci. Mais j'ai dû réfléchir sur les signes. Hein. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que chaque fois, vous devez faire la même réflexion. Voilà. Donc, ceci et ceci, c'est... Il y a égalité. Voilà, c'est égal. Donc là, je l'ai fait par la loi conservative, somme des Q. Ici. Et là, je l'ai fait avec delta Q1 égale delta Q2. Voilà. Bon, maintenant, le tout, c'est de rechercher ce mu. Hein. On va rechercher ce mu. Ce qui m'importe, c'est de rechercher la valeur en eau. Hein. Mais j'ai l'équation. Maintenant, il suffit de rechercher le mu pour retrouver le mu. C'est ce que vous faites dans les laboratoires en calorimétrie pour rechercher la valeur en eau, qui est le mu. Bon, ben ça devient des mathématiques maintenant, parce qu'il suffit d'extraire le mu. Voilà, j'ai l'équation généralisée ici, hein, c'est l'équation égale, voilà, égale 0, une expression mathématique égale 0, on a bien une équation. Donc maintenant il faut chercher le mu. Hein. L'inconnu c'est mu, c'est x. Voilà.
M1 étant connu. Alors pour ça, je vais mettre en évidence M1. Je fais M1 fois C0 fois T équivalent moins T1. Voilà. Alors maintenant, ça c'est la première distributivité avec M1, c'est C0 T équivalent moins T1 fois M1. Maintenant je vais distribuer le mu. Le mu, c'est fois, je distribue, hein, fois C0 fois T équivalent moins T1. Voilà. Ça, c'est la première distributivité. Et le deuxième terme de l'eau chaude, je le fais passer repasser dans le membre de droit. Donc j'aurai moins M2 fois C0 fois T équivalent moins T2. Voilà. Bon, je vais vous dire qu'est-ce que je viens de faire. Je n'ai tout simplement fait que distribuer ceci avec ceci et ceci avec ceci. Voilà, c'est juste ça. Et que j'ai fait passer celui-ci, comme il est plus, il passe dans le membre de gauche, il devient moins. Bon, c'est juste ça. Mais ne perdons pas de vue, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le mu. C'est ce mu-là qui m'intéresse. Rien d'autre. Donc c'est ce qu'il faut déterminer. Le mu. Alors pour déterminer ce mu, tout d'abord, ici il y a un petit moins qui me gêne. Eh bien, je vais juste mettre un plus, mais le prendre opposé ici. J'aurai T2 moins T équivalent. Je juste voilà, remettre un plus et avoir M2 C0. T2 moins T équivalent. Je remets un plus. Alors, ce terme ici, je vais le faire passer à gauche, mais comme il est plus, il va devenir moins. Bon, mais faisons ça tout de suite alors. Donc on aura ceci, ce terme est égal à quoi? Il sera égal à M2 fois C0 fois T2 moins T équivalent. Voilà. Alors maintenant, je vous ai dit que l'autre terme, il passait dans le membre, la masse M1 d'eau froide, M1 moins M1, C fois C0 fois T équivalent moins T1. Voilà. Ne perdons pas de vue qu'on recherche le mu. Donc, et tout le restant est connu. Hein. Bon. Je vais tout effacer, mais il faut je contrôle tout si tout est bon. MC0 T équivalent moins T1 est égal à M2 C0 T2 moins T équivalent, oui, moins M1 C0 T équivalent moins T1. Ok. Donc là, moi, je peux effacer ceci. Voilà, je vais remonter ceci.
Et on peut traiter le calcul. Hein. Bien, le mu voudra tout simplement j'ai entouré le mu, bon, ça ne fait pas de tort. Hein, CTRL-C. Je cherche le mu que j'ai entouré, hein, c'est un mu bon, pour dire que c'est l'inconnu. C'est égal à ceci. Divisé par ceci. Voilà, ça c'est une forme de l'équation pour rechercher la valeur en eau. C'est une forme, mais on peut la simplifier. Hein. On peut la simplifier, mais c'est une forme. Donc, vous pouvez déjà la prendre telle qu'elle. Pourquoi pas? Vous pouvez la prendre telle qu'elle. Ben, moi, j'irai plus loin. Je vais aller plus loin pour la simplifier. Donc, celui qui veut la prendre telle qu'elle, il peut. Hein. Voilà, il se satisfait de ce type d'équation. Et à partir de là, bon, pourquoi pas. Mais sachez qu'on sait encore la simplifier. Je vais la simplifier. Voilà. Alors pourquoi on peut la satisfaire de cette équation? Ben, imaginez-vous que vous avez fait un mélange d'eau chaude avec une substance qui n'est pas de l'eau chaude. Avec une substance froide. Enfin, un mélange d'eau froide avec une substance qui n'est pas de l'eau. Un corps chaud qui n'est pas de l'eau. Ce qui veut dire qu'ici, vous n'aurez pas un C0. Hein. Ah, on n'aurait pas un C0. Donc à ce moment-là, ça faut faire attention. C'est pour ça que je vous le laisse comme ça. Là, c'est parce que c'est deux cours. C'est de l'eau. Donc on a de l'eau partout. Aussi bien au niveau du calorimètre que l'eau chaude, l'eau froide. Voilà, et le calorimètre baigne dans de l'eau. Donc là, on peut simplifier tout parce que tout est. Tous les, voilà, ce qui lie tout le calorimètre, l'eau chaude et l'eau froide, ben c'est l'eau. Mais s'ils avaient une autre substance, bon, il faut tenir compte du C de la substance. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vous satisfaire de ceci. Et écrire en généralité, vous pouvez écrire ceci. Hein. S'il n'y avait pas d'eau ici, pour le corps chaud, ouais, c'était plutôt ici, hein, pas pour l'eau froide. Si le corps n'était pas de l'eau, il faudrait écrire ceci. Si le corps chaud n'était pas de l'eau, c'était plus pour le corps chaud, hein, donc ça m'enseigne mieux le corps chaud. Pas pour le. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure je disais C0, mais c'est pas le C0 là qui va changer parce que ça c'est de l'eau. Mais on pourrait mettre autre chose que de l'eau ici. Voilà, un autre corps. Alors là je mets C. Mais ici, comme j'ai pris de l'eau partout, eh bien je simplifie C0, C0 et le C0. Voilà. Eh bien, faisons ça. Faisons ça. On simplifie. Je mets en évidence le C0. Celui-là. Avec celui-là, je les mets en évidence. Et je le simplifie avec le C0 qui est ici. Et donc il n'y a plus de C0. Parce que tout, c'est de l'eau partout. Donc le facteur voilà, de chaleur massique de l'eau n'intervient pas pour chercher la valeur en eau du calorimètre, si vous voulez. Donc il est indépendant de la chaleur massique. Si vous mettez de l'eau partout. Cette formule, le mu est indépendant de la chaleur massique. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, bah, est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse? Vous pouvez me dire oui. Alors, on peut aller plus loin. On
peut aller plus loin pour cette réponse-là. Maintenant, vous allez me dire, oui, bon, ça me suffit. Bah ouais, pourquoi pas. Bon, je peux vous dire qu'on peut simplifier, on peut écrire ça autrement. Hein. Parce qu'on sait simplifier celui-là et celui-là. Voilà. Donc vous pouvez avoir encore une autre écriture qui est celle-ci, je vais vous montrer. Donc on reste ça comme ça. Ça comme ceci. À ce moment-là, la fraction elle est splittée ici. La fraction est séparée à ce niveau-là. Voilà. Et ce moins-là ben, serait ici. On a une différence de deux fractions. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'on peut simplifier ceci et ceci. À ce niveau-là, il va rester plus que M1. Voilà, il ne reste plus que ceci. Et voilà, là c'est vraiment la véritable formule pour rechercher la valeur en eau du calorimètre. Vous l'appliquez telle quelle et voilà, c'est comme ça qu'on recherche la valeur en eau du calorimètre. Donc la valeur en eau du calorimètre, mu, est égale à la masse d'eau chaude fois la variation de température d'eau chaude par rapport à l'équilibre sur la variation de température d'eau froide moins la masse d'eau froide. Voilà, et ici vous pouvez déterminer la valeur en eau du calorimètre. Donc je vous rappelle encore une fois que la valeur en eau du calorimètre, mais c'est tout ce qui concerne les accessoires, qu'on fait en sorte comme si c'était une masse d'eau. Voilà. On fait une transposition, voilà, et de se dire que ça pourrait être, c'est l'équivalent, les accessoires forment l'équivalent d'une masse d'eau parce qu'ils vont absorber aussi de l'énergie. Absorber de l'énergie, ouais, les accessoires vont jouer aussi un rôle calorimétrique. Donc fatalement, on ne peut pas les nier. Si vous faites du laboratoire et être précis, on peut pas. Dès le moment où vous faites du laboratoire, il faut tenir compte de tout. Hein. Le problème, il est là. Donc, tenir compte de tout, c'est tenir compte aussi des accessoires qui entourent le calorimètre. Il n'y a pas que, quelque part, le système, quand on parlait auparavant de système, bah ouais, dans un système idéalisé, on n'a que l'eau chaude et l'eau froide. Dans un système réaliste, dans un monde réaliste, bah, vous avez l'eau chaude, l'eau froide et les accessoires. Vous avez même le milieu extérieur. C'est parce qu'on a négligé le milieu extérieur. Parce qu'on a mis une paroi qui était fortement isolante. Alors on se dit que bon, ça a très peu d'effets, malgré qu'il y a des effets. Voilà. Et donc, c'est la formule générale pour rechercher la valeur en eau d'un calorimètre, c'est-à-dire l'équivalent en eau de ce que pourraient être les accessoires. C'est une image, voilà, de ce que pourrait, voilà, de ce que pourrait on va dire, ressembler, à ce que pourrait ressembler une forme de masse d'eau, alors qu'il n'y a pas de masse d'eau là-dedans, je le dis tout de suite, hein, il n'y a pas de masse d'eau.
une forme de masse d'eau qui pourrait correspondre aux accessoires entourant l'eau, les champs thermiques, les accessoires entourant les champs thermiques. Il y a tout plein d'accessoires dans le calorimètre. Voilà. Je vous rappelle que le calorimètre, c'est un appareil qui fait des mesures voilà, par opposition. On a une valeur connue, une valeur inconnue, ben, on oppose des valeurs connues avec des valeurs inconnues pour rechercher justement l'inconnu. Voilà. Parce que quand on n'a que de l'inconnu, ça ne va pas. Si on a que du connu, ça sert à rien. Bon, vous avez que du connu, ben, vous voulez faire quoi avec du connu? Ben, on sait tout. Hein. On contrôle tout. Qu'est-ce que vous voulez faire avec du connu? Si c'est contrôlable, bon, il n'y a rien à contrôler, hein, puisque tout est contrôlable. Non, ce qu'il faut faire, c'est tenter de contrôler ce qu'on ne connaît pas. Parce que contrôler le contrôlable, ça c'est. Si on sait le faire, je vois pas, je veux dire, l'intérêt de. On sait le faire. Donc il n'y a rien à rechercher. Si on contrôle le contrôlable, il n'y a rien à rechercher. Hein. Par contre, s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, ben, il faut rechercher pour les contrôler, justement. L'astuce, c'est là. C'est de rechercher comment peut-on contrôler ce qu'on ne connaît pas. Mais alors, pour contrôler ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on voudrait contrôler et qui reste une inconnue, ben, il faut aller rechercher des choses contrôlables, c'est-à-dire des données. Hein. Des données, qu'est-ce que c'est que des données? Ben, ici, dans ce cas-ci, c'est du contrôlable. On va aller rechercher voilà, une partie du système qui est contrôlable. Quand je dis sous-système 1 et sous-système 2, ben, il y a un sous-système qui est contrôlable. Et l'autre, on va tenter de le contrôler par du contrôlable. Le sous-système 2 étant en recherche de contrôlabilité, on est en recherche de contrôlabilité du sous-système pour lequel on ne maîtrise pas la contrôlabilité, ben on va rechercher un système contrôlable, sous-système contrôlable, qui va venir en appui, en relation avec le sous-système, c'est-à-dire pour lequel on veut contrôler. Ben, là, à ce moment-là, on oppose du contrôlable à quelque chose qu'on veut maîtriser, c'est-à-dire qu'on veut contrôler. Et dès le moment où on a ça, ben, fatalement, qu'est-ce qui se passe? On a, bien sûr, faut pas que pour maîtriser la situation par rapport à du contrôlable, voilà, il faut que le sous-système à contrôler n'ait pas trop d'inconnus, parce que sinon ça n'ira pas non plus. Hein. Il faut une justesse du nombre d'inconnus, parce que bon, si vous recherchez une équation à deux inconnus, bon, vous n'avez pas trouvé de réponse à ça. Voilà, vous n'avez pas trouvé une réponse contrôlable à ça. Bon, c'est ça que quand je vous dis que bon, on va dire, comme par hasard, on va dire, c'est un hasard bien fait, c'est comme par hasard, on a quand même un système à une inconnue. Quand on fait un échange thermique, on a un système à une inconnue. Bon, on s'arrange aussi pour avoir une inconnue, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On s'arrange pour avoir une inconnue aussi. On s'arrange pour avoir une inconnue. Donc, de tenter de... S'il y a des choses qui ne sont pas connues, je vais donner un cas de figure. En calorimétrie, je monte, je fais un palier. C'est-à-dire ici, je monte. On a une variation de température ici. Enfin, une variation de chaleur qui va induire une variation de température. Et là, on a une variation de chaleur qui va avoir comme conséquence une invariance de la température. C'est ce qu'on appelle un changement d'état. Donc on a un palier. Voilà. Alors, imaginez-vous que vous faites de la calorimétrie et vous devez chercher le C, en même temps le C de fusion. Vous cherchez voilà, la chaleur massique et en même temps la chaleur latente de fusion. Vous comprendrez que vous n'y arriverez pas. Hein. Bien, voilà, vous n'y arriverez pas. Ou alors il faudrait penser le système de contrôlabilité, de faire intervenir d'autres systèmes. Il y a moyen de sous-systèmes. Il faudrait faire intervenir différents sous-systèmes parce qu'il y a deux inconnus là. Le C et le CF. On n'a qu'une équation hein, qui est égale à je vais la montrer tout de suite. M fois C fois delta T plus M fois CF fois delta T degrés.
Et là, à ce moment-là, pour trouver une solution à ça, vous allez poser, je veux dire, un système contrôlable, un sous-système contrôlable pour lequel vous contrôlez et tout. Eh ben, vous allez prendre par exemple une masse d'eau fois le C de l'eau que vous connaissez, puisque voilà, tous des éléments contrôlables, hein, que vous connaissez tout. Voilà, et vous connaissez la variation de température. Donc, là, vous connaissez tout, le contrôlable est là. Hein. On oppose, c'est une méthode d'opposition. On oppose, voilà, le contrôlable, le connu. On compare, on fait une comparaison, c'est une méthode de comparaison, d'opposition. Donc ceci, je sais le contrôler. Hein. Je ramène une masse d'eau, peu importe laquelle. Je sais que c'est la substance de l'eau, donc je connais le C de l'eau, il est connu depuis des siècles. Voilà. Et bien sûr, je fais une variation de température donnée. Donc j'ai une quantité de chaleur ici. Tout ça, c'est contrôlable. C'est du connu. Par contre, ici, la masse de la substance, elle est connue, je peux la peser. Voilà, c'est du contrôlable. Le C, voilà, la variation de température, je peux l'avoir parce qu'il y a un effet thermique qui va arriver. Donc, voilà, avec un effet thermique qui va faire en sorte qu'on va avoir une température d'équilibre par rapport à une température T1, T2, on aura une température d'équilibre entre un corps chaud et un corps froid. Donc les températures sont encore des paramètres maîtrisables là-dedans. Hein. Je mets des, comment on appelle ça, des thermomètres euh, un peu partout. Et je vois les températures, comment elles évoluent, comment elles étaient à l'initial, comment elles étaient en finale. Donc la masse c'est du contrôlable, je pèse. La variation de température, je mesure. Par contre, le C, qu'est-ce qui va me donner le C? C'est le calorimètre. Voilà. Et là, je recherche au calorimètre le C. Et je recherche au calorimètre le CF. Par contre, ici, j'ai deux inconnus. Hein. J'ai une équation à deux inconnus. Donc, mettre du contrôlable, ok, pour rechercher quelque chose, mais pas, faut pas commencer à mettre un nombre d'inconnus. Hein. Voilà, je peux pas avoir deux inconnus. Hein. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? Ben, on fera par étapes. Hein. On va d'abord rechercher le C par un laboratoire, comme ceci. Hein. On fera un laboratoire, là, j'ai qu'une inconnue. On ira par étapes. J'ai du contrôlable, et de l'autre côté, quelque chose qui n'est pas qu'on voudrait maîtriser, c'est-à-dire qu'on voudrait connaître, c'est le C. Alors à ce moment-là, j'oppose voilà, de l'eau qui est un système contrôlable, un sous-système contrôlable, par rapport à un sous-système où je recherche le C, donc uniquement par élévation de température ici, je fais une élévation de température ici. Donc je suis dans la zone montante. Maintenant, une fois que vous avez déterminé le C, à ce moment-là, je peux rechercher, le C étant connu, par un laboratoire, je peux refaire un second laboratoire pour rechercher cette fois-ci le CF, puisqu'il n'y a qu'une inconnue. Donc vous voyez, si vous avez deux inconnus, comment on fait? On va par étapes. Par étapes. Vous avez deux inconnus, vous allez par étapes. Vous cherchez d'abord le C et puis le CF. Voilà. Mais on ne recherche jamais le C et le CF en même temps. Voilà, parce que là, à ce moment-là, vous avez beau mettre n'importe quel système contrôlable, vous avez deux inconnus. Bon, vous allez maîtriser quoi? Rien du tout. Parce que vous avez deux inconnus. Vous avez une équation à deux inconnus. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut s'arranger pour essayer d'avoir un système qui puisse être maîtrisé. C'est-à-dire puisse être maîtrisé, ça peut trouver une réponse. Voilà, une réponse. Voilà. Mais si vous avez deux inconnus, vous n'aurez pas de réponse. Hein. Vous cherchez le CLCF, vous cherchez le point. Vous faites n'importe quel labo, vous ne trouverez pas la réponse. Hein. Voilà. Pour ça, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'il soit, les sous-systèmes soient à contrôler. Le contrôlable, c'est l'eau. Voilà. Mais à contrôler, mais pour qu'il soit à contrôler, à maîtriser, eh bien, il faut qu'il y ait un élément inconnu et pas 36 éléments inconnus. Hein. Parce qu'à ce moment, si vous avez un sous-système avec un élément, 36 éléments inconnus, ben, il faut rechercher pour chaque fois, trouver une astuce pour faire chaque fois un laboratoire qui permet de trouver une réponse à chaque fois et chaque fois évolue. Et quand on a une réponse, ben, on continue le labo pour retrouver les 35 autres. Hein. Comme ici, vous devez chercher le CCF, mais vous cherchez d'abord le C par un laboratoire, et puis quand vous avez le C, vous C déterminé, vous cherchez le CF. Et là, vous avez en deux coups, vous allez trouver le C pour le premier coup et le CF pour le second coup. Mais vous n'avez jamais fait
d'une pierre deux coups. Jamais vous allez faire un laboratoire pour lequel vous allez trouver le CLCF, parce qu'il y a deux inconnus. Donc quand il y a trop d'inconnus, bon, le système, voilà, il n'est pas maîtrisable. Hein. Le système n'est pas maîtrisable. Hein. Et maîtriser quoi retrouver le CLCF avec un laboratoire, voilà, en faisant un laboratoire de calorimétrie, non. Voilà. Alors, ceci étant dit, je disais tout à l'heure que quand vous faites un tel laboratoire, vous devez rechercher le CF. Maintenant, supposons que vous deviez faire une recherche du C et du CF. Maintenant, vous savez qu'il y a deux inconnus. Vous devez rechercher le C et le CF. Alors, la première chose qu'on fait, comme labo, avant de chercher le C et le CF, c'est de chercher ça. Hein. C'est de chercher la valeur en eau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On cherche la valeur en eau. Ensuite, vous recherchez le C s'il y a un éventuel C à chercher. Voilà. Vous cherchez le C. Là, vous cherchez le C. C'est du corps de masse M. C'est du corps de masse M. Non, mais avant ça, il faut rechercher la valeur en eau du calorimètre. Et là, vous devez faire un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Ça n'a rien à voir avec une substance externe. Hein. Ça, c'est toujours de l'eau. Vous mettez de l'eau, une masse d'eau froide, une masse d'eau chaude, voilà. Vous faites une variation de température, vous cherchez la valeur en eau du calorimètre. Et à partir de là, quand vous connaissez ça, vous pouvez faire un laboratoire pour lequel la valeur en eau va être introduite dans ces équations-là, bien sûr. Hein. Dans ces elles vont être introduites ici. Vous introduisez ça là-dedans, le mu va intervenir là-dedans. Donc à ce moment-là, vous allez chercher le C en connaissant la valeur en eau du calorimètre. Et puis, si vous devez chercher le CF, vous ferez un laboratoire sur ça, tout en connaissant le mu. Le mu va intervenir dans cette équation-là. Donc le mu va intervenir ici, c'est pas pour rien qu'on calcule le mu, c'est parce qu'il va intervenir là et il va intervenir là. Voilà. C'est pourquoi pour avoir un laboratoire le plus précis possible. Hein. Voilà. C'est pour avoir un labo qui soit le plus précis possible, qui tienne compte des pertes de chaleur induites par comment on appelle ça, les accessoires, le matériel du calorimètre. Tout ce qui entoure le calorimètre. Pourquoi? Parce que l'appareil de mesure calorimètre fait lui-même, crée lui-même, je veux dire, une erreur. Puisqu'en fait, il va absorber de la chaleur. Et les fuites de chaleur, ça constitue une erreur. Le matériel, il est fait de matériel, donc il va absorber de la chaleur, donc il va faire fuiter de la chaleur. Qui dit fuite de chaleur, il faut en tenir compte dans les appareils de mesure, parce que quand vous faites des calculs, vous n'allez pas voir ce que la théorie donne. Voilà ce que la théorie donne. Si vous ne tenez pas compte de ce mu, vous allez avoir un laboratoire qui n'est pas précis, hein, d'office. C'est pour ça qu'on demande, pour qu'un laboratoire soit précis, il faut tout respecter de A à Z, ça d'office. Tout respecter de A à Z, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, le matériel, il faut déjà en prendre soin du matériel de 1, le nettoyer correctement, l'essuyer correctement, voilà, disposer les affaires correctement, suivre le mode opératoire correctement, prendre les mesures correctement, faire de l'observabilité sur les instruments de mesure tels que le thermomètre correctement. Bon, tout doit être correct de A à Z. Un laboratoire sera d'autant plus précis que vous respectez au plus de manière la plus proche possible, voilà ce que vous demande, un mode opératoire qui doit être fait selon les règles de l'art, selon les règles d'usage édictées par justement le mode opératoire. Si le mode opératoire a été bien écrit et que vous devez suivre les instructions du mode opératoire, pour autant que le mode opératoire a été bien écrit, parce que bon, si une personne fait n'importe quoi dans le mode opératoire, bon, elle oublie des choses aussi. Bon, les gens vont suivre des choses que c'est pour ça qu'un professeur de laboratoire, c'est pas n'importe qui. Hein. Un professeur de laboratoire, c'est quelqu'un qui doit être minutieux. Hein. Voilà, quelqu'un qui est minutieux, il va respecter les règles de l'art pas à pas. Il va respecter les règles de l'art pas à pas, en faisant très attention entre deux pas. Qu'est-ce qui peut se passer entre deux pas, entre l'intervalle de pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc il est fort regardant à ça, et il regarde tout ce qui peut se passer, s'il y a moyen de faire des corrections, etc., entre deux pas.
Donc lui, il va écrire, le professeur de laboratoire va écrire toutes les étapes qui vont se suivre, logiques, nécessaires, et qui font en sorte que le laboratoire va se diriger vers un cheminement qui est le plus, on va dire, le plus à même d'être celui qui va arriver vers une réponse qui serait la plus juste possible, la plus juste, la plus précise. Voilà. Bon, donc, quand il vous écrit, le rédacteur du mode opératoire, ben, déjà lui, s'il manque un pas, bon, je vous dire tout de suite, bon, il est en défaut. Hein. Il est en défaut. Donc, tous les pas du laboratoire doivent être écrits, stipulés, bien écrits, les règles d'usage, dans les termes les plus euh, compréhensibles possibles, voilà, et les plus rédigés de façon, bien sûr, opérationnelle, avec une numérotation des opérations, pour que les étudiants, par exemple, si c'est des étudiants ou des laborantins, ou peu importe, dans un laboratoire, hein, on travaille aussi comme ça dans les laboratoires, mais que le mode opératoire soit suivi au strict euh, dans sa justesse la plus stricte. Sa justesse la plus stricte. Si on demande de faire quelque chose, que ce soit dans une industrie ou dans une école, si on demande des exigences de mode opératoire, il faut les suivre. Hein. Si on vous demande de rentrer dans, voilà, là où il y a, on vous demande, voilà, s'il y a des clauses, des conventions à prendre en compte, enfin, c'est plutôt des conventions, je m'excuse. S'il y a des conventions à prendre en compte pour entrer dans un laboratoire où vous manipulez des virus, ben, il faut respecter voilà, toutes les étapes, les procédures pour éviter justement qu'il y ait l'échappatoire d'un virus. Voilà. Donc si on vous demande de respecter ça, c'est pas pour prendre 5 minutes et rentrer voilà, dans le labo en ayant pris le strict minimum, même si vous devez partir. Et le problème il est toujours là. Hein. Il y a des gens qui doivent partir, ils ont faim, voilà, ils brûlent des étapes dans la procédure, alors que c'est extrêmement, je veux dire, pour un virus qui va s'échapper du laboratoire, c'est extrêmement, je veux dire, dangereux. Hein. Parce que ça peut donner une forme d'épidémie, une forme de pandémie si un virus s'échappe d'un laboratoire. Ou même plus grave, hein, je veux dire, voilà, il peut avoir quelque chose qui peut s'échapper d'un laboratoire du fait qu'une personne n'a pas respecté les règles d'usage voilà, pourquoi elle n'a pas respecté les règles d'usage? Parce que peut-être qu'elle avait faim, peut-être que sa femme l'attendait, peut-être que, je veux dire, elle en avait marre ce jour-là de suivre la procédure. Hein, parce que, bon, justement, suivre une procédure, il ne faut pas en avoir marre. Hein. Si vous en avez marre, arrêtez certaines choses. Hein. Voilà, parce qu'il y a des procédures qui doivent être, je veux dire, qui sont toujours les mêmes. Des procédures qui sont toujours les mêmes. Et c'est pas parce qu'elles sont les mêmes que ça doit vous embêter. De toute façon, vous êtes une personne qui travaille dans un laboratoire, elle est payée pour ça. Mais maintenant qu'elle commence à court-circuiter des procédures parce qu'elle doit partir, ben, je veux dire, euh, elle est en désaccord par rapport à son accord voilà, du travail. Hein. Si le travail lui demande, vous êtes payé autant d'euros ou de dollars ou je sais pas, de monnaie étrangère ou de yens ou peu importe, voilà, même en Afrique, ils ont des laboratoires. Hein. En Afrique, ils ont des laboratoires. En Afrique, ils ont des laboratoires. En Chine, ils ont des laboratoires. Euh, en Europe, ils ont des laboratoires. Le monde entier possède ses laboratoires. Le monde entier ont leurs laboratoires. Le monde entier a ses propres laboratoires. Bon, maintenant, je dis pas, il y a des laboratoires plus importants que d'autres. Hein, au niveau, il y a des différents types de laboratoires, P1, voilà, P3, P4, etc. Mais c'est pour vous dire que le monde entier doit respecter voilà, les règles d'usage qui sont dans des cahiers des charges. Et si vous ne respectez pas, ben, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Ben, la porte est là, hein, la porte est là, vous n'avez pas respecté les règles d'usage, la porte est là, au risque de tuer beaucoup de gens. Hein. Ou de créer une épidémie ou une pandémie si vous voulez laisser échapper un virus. Hein. Un virus ou une bactérie pathogène ou n'importe quoi, un mélange, voilà, n'importe quoi. Vous laissez sortir un félin d'un zoo, ben, je veux dire, à ce moment-là, voilà, les êtres humains vont être voilà, là où le félin rôde, ben, je veux dire, les êtres humains sont en danger. Donc, une personne peut mettre en danger la société, peut mettre le monde en danger. Une personne peut mettre en danger le monde. Donc, dans le sens où euh, elle n'a pas respecté les règles d'usage. Donc, les règles d'usage, c'est là pour
être lu, être respecté, être respecté tout le temps. Si c'est des règles d'usage qui reviennent souvent, ben, il faut les respecter sans se dire ouais bon un jour ou l'autre vous en avez marre. Non, parce que un jour ou l'autre vous en avez marre, ben, ça peut créer une pandémie ou une épidémie mondiale. Une épidémie, voilà, une épidémie ou une pandémie. Voilà. Donc quelqu'un qui ne respecte pas les règles d'usage, ben, il est payé pour respecter. Donc il a signé un accord de travail pour respecter les règles d'usage. Donc s'il commence à il reçoit un salaire en fin du mois qui est conséquent. Généralement, ceux qui travaillent dans les laboratoires ont des salaires conséquents. Mais si c'est pour aller travailler et s'en foutre des clauses et des règles d'usage, des modes opératoires, ben, écoutez, je veux dire, il n'a pas sa place dans le laboratoire. C'est un C4 direct. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Il a beau être le meilleur professeur de laboratoire, je veux dire, s'il ne respecte pas les règles d'usage, c'est d'eau. Il est payé pour respecter, même si elles sont tous les jours les mêmes. Mais les gens, certains, bon, ils vont se dire, bon, c'est un petit peu difficile de suivre toujours la même chose. Ben oui, il faut suivre. Il faut suivre parce que vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour ça. Votre travail, c'est ça. C'est de suivre le mode opératoire tous les jours de la même manière. Donc, il faut suivre ça. Vous devez rentrer dans un laboratoire, vous devez suivre les règles d'usage pour rentrer dans le laboratoire. Donc, c'est vrai que c'est difficile à faire tous les jours, mais vous êtes payé pour ça. La personne est payée pour ça. Si la personne est payée pour ça, elle n'a pas à discuter. Voilà, elle a signé un accord pour faire ce travail-là, il n'y a pas à discuter sur un travail. Les règles d'usage sont ce qu'elles sont. Donc, voilà, et ça, je vous ai parlé pour un laboratoire voilà, où il y aurait des insectes. On peut avoir des laboratoires avec des insectes, des laboratoires avec des bactéries, des laboratoires avec des virus. Ben, le tout, c'est de ne pas faire échapper les bactéries. Hein. Le but, c'est pas de laisser échapper les virus. Hein. Le but, c'est pas de laisser échapper les insectes. Hein. Voilà, etc. etc. Hein. Voilà. Vous travaillez dans un laboratoire où il y a un serpent, ben, le but, c'est de ne pas laisser échapper le serpent. Hein. Vous devez faire très attention à tout ça. Donc, il y a des règles d'usage. Voilà. Avant de commencer quoi que ce soit. Vous rentrez dans une voilà, fabrication voilà, de processeurs, mais vous ne faites pas n'importe quoi dans le laboratoire. Hein. Fabriquer des processeurs, vous ne faites pas n'importe quoi. Fabriquer de l'alimentation, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne ramenez pas des bactéries ou des virus voilà, au sein de la société agroalimentaire. Hein. Tout ce qui est petit, la nanotechnologie, vous ne ramenez pas des petites saloperies qui viendraient court-circuiter voilà, le circuit électronique. Hein. Voilà, donc en fait, vous devez suivre, voilà, suivre, il faut suivre. Quand on a un laboratoire, qu'on vous donne des exigences, même aussi lourdes soient-elles, il faut les suivre. Vous êtes étudiant, vous voulez avoir des points, voilà, ça commence par là, ben, il faut suivre ces exigences-là pour avoir un laboratoire précis et juste. Vous travaillez dans un laboratoire et vous êtes rémunéré, ben, il faut suivre ces exigences-là, sinon vous êtes dehors de la société, vous ne serez plus rémunéré par la société. Donc il faut respecter. Ça commence d'abord par un respect bien sûr de soi, d'autrui et des modalités à suivre quant voilà, aux prescriptions qui sont établies pour établir justement un type de laboratoire bien précis. Voilà, pour suivre un laboratoire donné, hein, vous voulez faire une manipulation, il y a un mode opératoire qui vous demande de mettre, par exemple, ne fût-ce voilà, de mettre peut-être des bottes, des gants, un masque, des lunettes, tout ça bien mis correctement, passer par une chambre voilà, de stérilisation, voilà, voilà, suivre des procédures pour aseptiser, des procédures pour voilà, de nettoyage, nettoyer voilà, le matériel, etc. Ça commence déjà par là. Hein. Voilà, ranger ses instruments, les nettoyer, bien les essuyer, etc., 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 etc. Voilà, ça demande un laboratoire, c'est pas j'arrive tout de suite, je prends ma tartine et je sors quand j'ai vu terminer. Non, non, ça va pas comme ça. Ça, c'est beaucoup de gens qui font ça, mais
c'est une mauvaise vue de ce qu'est un laboratoire, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils regardent leur montre, et ils sont dehors, je parle des étudiants, ils sont dehors avant l'heure. Ils sont dehors avant l'heure, mais ça, c'est pas faire du laboratoire, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est vrai que là, ça, il faudrait recadrer tous les étudiants. Ouais, c'est vrai qu'ils sont fatigués. Je comprends, hein. Il y en a qui ont de laboratoire jusqu'à 6 heures du soir. Ben oui, il faut se conformer voilà, aux règles d'usage, je vous l'ai dit. Vous ne voulez pas vous conformer aux règles d'usage, vous ne faites pas étudiant. C'est simple. Vous ne voulez pas vous conformer aux règles d'usage, ben, vous ne faites pas étudiant. Là, vous n'aurez aucune voilà, règle. Enfin, vous aurez les règles de aussi, il y aura quand même les règles de société à suivre. Hein, parce que des règles, il y a toujours des règles. Hein, des règles familiales, des règles de société, des règles voilà, de sportifs, des règles. Voilà, partout où vous allez vous allez avoir des règles. Donc, ceux qui ne savent pas suivre les règles, ben, il a un problème au niveau voilà, de l'éducation. Hein, parce que l'éducation, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, bon, d'être. Voilà, de recevoir des cadres, qui permettent de limiter, bien sûr, vos actions. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la société. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans tout et n'importe quoi. Voilà. Et bien, dans le laboratoire, il faut respecter les cadres du laboratoire. Et donc, si on vous dit que le laboratoire commence à une telle heure, termine à une telle heure, mais il faut suivre les heures de laboratoire et pas essayer de tenter de partir avant. Comme beaucoup de gens en font d'ailleurs. Hein. Beaucoup de gens en font ça. Beaucoup de gens font ça. Ils partent avant l'heure, même au travail. Hein. Ce qui est interdit d'ailleurs. Hein. Je le dis tout de suite. Ils brûlent les règles, les accords qu'ils ont signés. Ils les brûlent. Ben, tant qu'il n'y a personne qui permette de leur dire quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Hein. Mais un jour, si un chef veut faire, voilà, fait une surveillance et veut faire suivre les règles et qui ne sont pas respectées, enfin qui remarque que certaines règles ne sont pas respectées, mais s'il veut les faire respecter, il peut recadrer ou soit mettre les gens dehors. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui sort toujours s'il termine à 15 heures et que lui à 15 heures, il termine à 3 heures de l'après-midi et il prend la poudre d'escampette voilà, à 2h45. Ce qui veut dire que chaque fois il grappille 15 minutes voilà, au patron. Hein. Bon, ça, on peut pas faire ça parce que 15 minutes plus 15 minutes plus 15 minutes, à la fin, c'est plus 15 minutes. Hein, voilà. Les heures, c'est les heures. Hein. Bon, maintenant, s'il reste un peu plus, si un patron, bon, c'est ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Hein. Il va être payé en fonction des heures supplémentaires. Voilà, bon, s'il fait une heure en plus, ben, il est payé une heure en plus. Bon, ça, le patron aussi, il doit être cadré à ce niveau-là. Bon, c'est pour ça qu'il y a des règles d'usage pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, aussi bien pour le travailleur que pour le patron. Le patron ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Il ne fait pas commencer à dire, bon, la personne elle sort à 5 heures, il lui dit, écoute, bien, viens, j'ai été à la toilette, et je veux dire, il faut venir nettoyer les toilettes. La toilette que je viens de faire, bon, il ne peut pas faire ça. Hein. Ça, bon, je dirais, il faut rester logique. Le patron doit rester logique et voilà, dans les règles. Et c'est ça qui fait la bonne harmonie, c'est que tout le monde reste logique. Et maintenant, il y en a un qui fait du n'importe quoi, ben, ça donne du n'importe quoi. Voilà. Quand quelqu'un fait n'importe quoi, au niveau de la hiérarchie ou au niveau des salariés ou des employés, il fait n'importe quoi. Quiconque fera n'importe quoi, ben, ça va donner du n'importe quoi. Et donc à ce moment-là, peut-être que ça demande à un tribunal de recadrer ce n'importe quoi. Voilà. Certaines personnes vont se rebeller par rapport à ce n'importe quoi, et ça demande un jugement qui va faire en sorte que c'est le tribunal qui va apporter les décisions qui font en sorte que du n'importe quoi doit être recadré. Et que bon, ça ne peut plus rester du n'importe quoi à l'avenir. Sinon, il y aurait des décisions plus importantes qui pourraient être prises en cas de nouvelles affaires de n'importe quoi. Voilà, ceci étant dit, bon, ça termine cette vidéo. Je me suis aussi un petit peu étalé, donc un laboratoire doit être précis, juste. Il faut suivre voilà, les instructions de laboratoire. Et bien sûr, il faut calculer ici le mu. Le mu, avant de faire votre laboratoire, il faut calculer le mu, la valeur en eau du calorimètre. Et puis à ce moment-là, on peut commencer à calculer, si vous voulez calculer un C, en faisant intervenir le mu. Voilà, bien sûr, ici, je ne l'ai pas fait intervenir, mais voilà, je ferai un exercice où je ferai intervenir le mu, pourquoi pas. Voilà, vous calculez d'abord un C, et puis vous calculez un CF si vous devez chercher le C et puis le CF. Voilà. Donc, mais avant tout, il faut calculer le mu du calorimètre. On commence par ça. Mais on commence d'abord à nettoyer son matériel, et à l'essuyer, à mettre tout en place. C'est surtout ça que je voulais dire. C'est pour ça que je me suis emballé vers
voilà, le respect des laboratoires, parce que le laboratoire, c'est d'abord suivre, voilà, suivre un cheminement qui est établi par une personne qui édicte le cheminement à suivre. Voilà. Ceci étant dit, je ne vais pas me réétaler parce que je n'ai pas refait le sujet. Voilà. Là-dedans, dans cette vidéo, vous trouverez deux sujets. Voilà, là, vous trouverez un sujet qui concerne voilà, la calorimétrie avec le mu, le C, comment rechercher le C à part le CF à part. Voilà, il faut calculer un mu avant, mais il y aura un deuxième, voilà, deuxième partie ici, là, dans cette vidéo que j'ai parlé un petit peu. Ben, c'est un recadrage, c'est un point de vue philosophique sur, voilà, sur comment, comment faire en sorte que votre labo soit le plus, on va dire, le plus à même d'arriver à un résultat qui soit les plus sérieux. Les plus sérieux. C'est grâce à, 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 tout ce que je vous ai dit. En deuxième partie, c'est-à-dire du respect du matériel, du respect voilà, du mode opératoire, du respect des instructions du professeur, du respect de tout, du respect de vos compagnons. Hein, si vous commencez à vous battre au niveau d'un laboratoire, bon, ça ne va pas. Hein. On va avoir des tensions, l'autre n'a plus envie de travailler, l'autre il lui donne des mesures qui sont fausses parce qu'il est énervé. Voilà, donc je vous dis, faire un bon laboratoire pour qu'il soit le plus précis, le plus juste, mais il faut tout respecter de A à Z. Et vous êtes tenu à ça, l'élève est tenu à ça, et qu'il ne peut pas court-circuiter tout ça, parce que sinon ça voudrait dire, soit c'est un mauvais élève, ou soit, je veux dire, il ne doit pas sortir avant l'heure, et voilà, il ne peut pas commencer un laboratoire et aller tricher sur les laboratoires des autres, en recopiant les valeurs des autres, pour vite partir. Ça, je vous dis, je ne veux pas refaire mon speech sur le recadrage des gens, mais il faut recadrer parfois les gens. Et le professeur est là pour ça. Et le patron est là dans certaines boîtes. Pour autant qu'il n'abuse pas de son pouvoir, mais il est là pour ça. Voilà, au travers des chefs, bien sûr. Il va passer par certains chefs pour leur dire que certaines choses doivent être changées. Et si elles ne sont pas changées, ben, il faut voir des solutions pour prendre d'autres personnes. Parce que les personnes ne sont pas aptes à suivre des instructions qui sont à même d'être cohérentes, parce que ce sont des instructions cohérentes. Si elles ne sont pas cohérentes, si elles ne sont pas cohérentes, les instructions, là, à ce moment-là, il y a juste qui sont là. Hein. Il y a juste qui sont là. Dans une école, si les instructions ne sont pas cohérentes, vous allez voir le directeur. Et il arrive que les instructions ne sont pas cohérentes. Voilà. Donc, tous les professeurs ne sont pas, on va dire, cohérents. Il arrive que des professeurs sont un petit peu, je veux dire, abusent du pouvoir et abusent de péter les élèves, parce que, bon, vous comprendrez jamais pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, un professeur, il doit rester, je veux dire, professeur, c'est-à-dire, il a ses exigences. Parfois, il doit se montrer, que c'est lui qui maîtrise la situation. Il doit montrer que c'est le professeur, c'est lui qui est le chef des lieux. Voilà, le chef des lieux. Mais maintenant, être le chef des lieux ne veut pas dire abuser du pouvoir. C'est pas faire n'importe quoi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À ce moment-là, s'il fait n'importe quoi, il faut aller voir le directeur aussi. Hein. Voilà, il faut aller voir le directeur parce que parfois le professeur aussi peut diverger dans son pouvoir et peut. Voilà. Euh, donc c'est ça, un professeur doit prendre toutes les prérogatives pour que son laboratoire fonctionne bien, pour qu'il y ait une bonne ambiance et voilà, et que quand l'élève suit ses instructions, que tout se passe correctement. Qu'il n'oublie pas des instructions de laboratoire. Parce que s'il commence lui-même à oublier des instructions de laboratoire, c'est normal que le laboratoire sera mal fait. Après, s'il se retourne sur l'élève alors que le laboratoire est mal fait et que lui, le professeur n'a pas donné des instructions, il a oublié des instructions dans le mode opératoire, fatalement, que les élèves se feront enguirlander, mais pour rien, parce que c'est le professeur où il manque une... Donc, voilà, c'est un cas de figure où le professeur est en tort. Là, pour moi, le professeur est en tort. Il doit reconnaître ses torts. Il ne doit pas commencer à se dire, oui, moi j'ai raison, et avoir absolument raison par mille et une excuses parce qu'on s'en fout de ses excuses. Son laboratoire, il manque voilà, des instructions. Maintenant, un professeur qui cote d'une façon où tous les élèves sont pétés, c'est le professeur qui manque, je veux dire, voilà, le professeur, il est en défaut, là. Le professeur, il est en défaut d'office, parce qu'il pète tout le monde. Bon, si tout le monde est pété, c'est le professeur qui a un problème. Le professeur, il a un problème. Voilà. Donc, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Le
faut pas mettre tout sur le dos des élèves non plus. C'est pour ça que quand on recadre, on peut recadrer, un directeur peut recadrer un professeur, hein. Il n'y a pas de honte à ça, hein. S'il fait du n'importe quoi, le directeur il va recadrer le professeur. Généralement, c'est le professeur qui recadre les élèves, mais les élèves, ils n'ont pas toujours tort. Il ne faut pas leur remettre le tort à 100% sur les... Oui, il y a des élèves qui ont tort, mais il faut les savoir les recadrer. Ça se dit en faisant passer un message, bien sûr, de respect. Mais sachez qu'il y a des pourcentages où les élèves ont raison et que les professeurs font en sorte qu'ils ont tort. Non, non. Péter tous les élèves, c'est pas normal. Péter tous les élèves, c'est pas normal. Si personne n'a rien compris, si tout le monde n'a rien compris, c'est qu'il y a un professeur, voilà, je sais pas si c'est transmettre voilà, le savoir. Si lui-même il oublie dans le mode opératoire voilà, des choses, c'est normal que le laboratoire, les gens n'arriveront pas au résultat précis juste. Hein. C'est tout à fait logique. Donc vous voyez que la médiocrité, bon, c'est pas, faut pas faut pas faire en sorte d'humilier les élèves et leur dire qu'ils sont médiocres. Hein. Normalement, il faut surélever les élèves vers le haut. C'est comme ça que je veux dire, on fait. Voilà, on ne commence pas à les descendre et les humilier, les faire passer pour moins que rien, tout simplement parce qu'on a un professeur qui fait de l'excès de zèle avec ses cotations ou ses exercices. S'il donne 50 000 exercices, c'est normal que l'élève ne sache pas faire 50 000 exercices. Hein. On vous donne un temps opportun, 50 000, c'est pas possible de les faire. Hein. Laissez réfléchir l'élève pour chaque exercice. Voilà. Donner 50 000 exercices et puis venir côté sec, on lui retrouve, même quand il a des affaires de bonnes, on les compte pas bon. Eh ben là, à ce moment, parce on s'est dit qu'il fallait la seule valeur possible était le résultat correct. Alors écoute, il n'y a plus personne qui passe un examen, hein, parce que voilà, si on regarde pas le développement, ça sert à quoi? L'élève a du savoir-faire en faisant un développement. Hein. Voilà, s'il se trompe sur la réponse, il peut se tromper sur la réponse, pourquoi pas. Il est élève. Hein. Maintenant, au travail, on dira qu'il ne pourra pas se tromper, ça d'office. Hein. Au travail, s'il se trompe une fois ou deux fois, on commencera à le recadrer. Voilà. Mais un élève, il reste élève. Hein. Je veux dire, il a ses défauts. Ça, on sait bien. Il faudra le côté en fonction de ses défauts. Maintenant, le côté sec, il lui dire, écoute, bon, tu ne connais rien, tu ne sais rien, même qu'il a du développement, on le fait passer pour un moins que rien. Je veux dire, je sais pas, là, il faudrait revoir. C'est pour ça que là, ça devrait être des juges, voilà, des juges indépendants qui devraient coter aussi, hein, parce que bon, un professeur qui cote, si chaque fois il est sec, ben, tous ceux qui vont passer par sa méthode de cotation, ben, on va retrouver pas mal d'élèves en échec. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie beaucoup.